infection nosocomiale, en fait, c'est pour revenir à la définition, qu'est-ce qu'une infection nosocomiale? C'est une infection qui est contractée à l'intérieur d'un hôpital, puisque ça vient du grec noso, maladie, et comen, soin. Donc c'est quelqu'un qui a été hospitalisé qui contracte cette infection. C'est une infection qui ne doit pas être présente ni en incubation au moment de l'admission. Et c'est pour ça qu'elle n'apparaît qu'au bout de 48 heures, c'est-à-dire qu'il faut un délai d'apparition de cette infection à l'intérieur d'une structure de soins, ce qui fait que nous devons prendre en considération ce délai qui est extrêmement important, qui va de 48 à 72 heures. Et elle touche non seulement les patients qui sont hospitalisés, mais également les professionnels de la santé dans le cadre des maladies professionnelles, puisqu'on peut contracter une infection dans le cadre de notre travail à l'intérieur d'un établissement de santé. Alors, dans le cadre des infections nosocomiales, il faut savoir qu'il y a différentes variétés, et par site, vous avez l'infection du site opératoire, qui est quelque chose qui est défini de manière par le CDC d'Atlanta et par l'OMS, et qui vous dit que c'est une infection dont les symptômes apparaissent lors du séjour à l'hôpital, mais aussi après le séjour. Et après une intervention est considéré comme infection nosocomiale, donc rattachée à l'infection, tout ce qui apparaît dans les 30 jours qui suivent l'intervention. Ce n'est pas uniquement dans les 48 heures, mais dans les 30 jours. Et lorsqu'il y a mise en place d'une prothèse ou d'un implant, c'est à ce moment-là 1 an qui peut être considéré comme étant associé à l'infection nosocomiale. Alors, malgré toutes les avancées de la médecine, la prévention, justement, de ce risque nosocomial va rester un enjeu majeur, avec ses spécificités et puis, surtout, et on l'a vu, de réelles difficultés d'application et de mise en œuvre sur le terrain. Pourquoi? Parce que l'infection nosocomiale est quelque chose qui a un très gros impact. Ça a d'abord un surcoût hospitalier, parce que ça va augmenter la durée de séjour en moyenne d'1 semaine. Donc une personne vient pour se faire soigner, elle contracte une infection, et bien elle va rester 1 semaine de plus à l'hôpital, ce qui va entraîner une consommation d'antibiotiques importante, qui n'était pas prévue, des consommations d'actes biologiques, d'actes radiologiques, radiographiques, et quelquefois une réintervention encore. Ce qui fait qu'une infection nosocomiale est vraiment une espèce de calamité lorsqu'il s'agit de l'hôpital lui-même. Ça a un coût social aussi, c'est un coût social important sur les patients, sur la famille, parce que ça peut entraîner des décès. Et il y a une mortalité. Vous savez qu'en France, on rattache 4000 décès par an à l'infection nosocomiale. Donc vous voyez que ça peut entraîner des décès, ça entraîne des handicaps, ce qui va nécessiter des rééducations, ça peut amener à un préjudice esthétique important, parce que lorsqu'il y a une infection sur une plaie opératoire, c'est très bien que la cicatrisation va très mal se faire, donc il y aura toujours des préjudices, et puis quelquefois ça peut entraîner un handicap avec une perte d'emploi. Et puis il y a des implications en termes de responsabilité. Au regard de la loi, il peut y avoir des procès avec des mises à pied de professionnels de la santé qui sont à l'origine de cette infection, comme il y a une implication importante, celle des médias. Lorsqu'une infection nosocomiale ou une épidémie d'infection nosocomiale est médiatisée, là, il y a une perte de l'image de l'établissement, et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être rattrapé ni dans le temps, ni dans l'espace. Toutes les actions qui sont menées dans le cadre de l'hygiène hospitalière doivent concourir à plusieurs choses. D'abord, ça doit concourir à la connaissance du risque infectieux. Il faut bien le maîtriser. Deuxièmement, ça doit concourir à la mise en œuvre des bonnes pratiques de prévention. En termes de prévention, il y a des pratiques qui ne peuvent être que des bonnes pratiques. Si on les dépasse, c'est terminé, on a perdu le bénéfice de cette prévention. Ça doit également être rattaché, on va le voir tout à l'heure, à la surveillance épidémiologique. Il faut qu'il y ait un signalement de ces infections pour qu'on puisse les suivre dans le temps. Et c'est également relié à la lutte contre ces infections nosocomiales. Alors, ce risque infectieux contracté par le personnel et par les malades a été très longtemps sous-estimé chez nous. Ce n'est qu'à partir de 98, en mars 98, qu'on a commencé véritablement, que les pouvoirs publics ont commencé à s'intéresser à ce problème. Et à ce moment-là, on a créé le Comité national de formation en hygiène hospitalière et le Comité national d'hygiène hospitalière que j'ai eu l'honneur de diriger depuis 1998 jusqu'à 2005. La première avancée, ça a été en novembre 1998, on a institué auprès de tous les établissements de santé le CLIN, qui était le Comité de lutte contre l'infection nosocomiale. Ce comité était présidé par le directeur de l'établissement. Il était composé par le président du conseil scientifique pour les CHU ou le président du conseil médical pour les établissements hospitaliers. À l'époque, c'était des secteurs sanitaires. Et puis, ça comprenait, outre l'ensemble des acteurs médicaux, paramédicaux, il y avait le responsable également de la pharmacie,
à l'intérieur de ce comité. Il y avait le responsable des laboratoires, le responsable du service d'épidémiologie et de médecine préventive, ainsi que des gestionnaires, l'architecte hospitalier ou l'ingénieur biomédical lorsqu'il existait, parce que toutes ces personnes sont impliquées dans la lutte contre les infections nosocomiales. Mais hélas, la majorité de ces comités de lutte contre les infections nosocomiales n'ont pas pu être opérationnels, pour plusieurs raisons qu'on ne va pas développer ici. Mais ensuite, tous ces comités, lorsqu'il y a eu la réforme de 2008, avec la création des CHU, des EPH, des EPSP et des EHS, eh bien, la déstructuration du secteur sanitaire a fait qu'il n'y a pas eu une reconstruction immédiate de tous ces clans dans toutes les structures de santé. Alors, quel était le rôle de ce CLIN? C'était une instance consultative quand même, c'était une instance de proposition et de programmation et de formation à l'intérieur de l'établissement. Il devait donner son avis sur tout ce qui avait trait aux infections nosocomiales. Il devait organiser, impulser la politique de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé. Il devait coordonner toutes les actions dans le domaine de la lutte contre les infections nosocomiales, entre autres la prévention, l'élaboration de la mise en œuvre de recommandations des bonnes pratiques. Et Dieu sait qu'est-ce qu'il y en a. Il devait également s'occuper de la surveillance épidémiologique. Il devait définir les actions d'information, les actions de formation en matière d'hygiène hospitalière et de lutte contre l'infection nosocomiale. Tout ceci était écrit dans le texte, dans l'arrêté ministériel portant création de ces CLA. Ces missions étaient également d'évaluer périodiquement les actions de lutte contre les infections nosocomiales et il devait proposer des programmes d'action et élaborer un rapport d'activité qu'il devait remettre à la direction de la prévention du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Voilà ce que c'était que l'éclat. Malheureusement, je vous ai dit, ça n'a pas été possible parce que ces missions d'améliorer la qualité des soins, de contrôler le risque infectieux nosocomial, de réduire la fréquence de ces infections, d'organiser la lutte en termes d'enquête de prévalence, qui sont des enquêtes à jour donné, on entend voir quelques chiffres tout à l'heure, de favoriser la diffusion et les recommandations techniques, d'améliorer la formation de tous les personnels, d'élaborer une politique de prévention et de maîtrise des infections par la surveillance des bactéries multirésistantes et la surveillance des infections des sites opératoires. Voilà les missions du CLIN. Mais simplement, dans les établissements de santé, toutes ces missions n'ont pas pu, ou on n'a pas pu en fait les mettre en place. Alors en 2005, il y a eu un nouveau comité qui a été mis en place. C'est le 16 novembre 2005 qu'on a créé le Comité national de lutte contre les infections nosocomiales. Alors ce comité a donné lieu à l'abrogation des deux premiers comités dont je vous parlais, celui que je dirigeais, celui du Comité national d'hygiène hospitalière et celui du Comité de formation en hygiène hospitalière. Et on a recréé donc un nouveau comité qui était le Comité national de lutte contre les infections nosocomiales. Alors celui-là, il est présidé par Monsieur le ministre de la Santé ou son représentant, et il comprend l'ensemble des directions centrales du ministère, les organismes sous tutelle et un panel d'experts dont je fais partie. Alors, ce comité national s'articule autour de 3 groupes de travail permanents, qui sont des groupes de réflexion et de proposition. Alors, ces groupes tournent autour, le premier groupe travaille sur l'épidémiologie des infections nosocomiales et l'épidémiologie des bacilles multirésistants. Le deuxième s'intéresse particulièrement à tout ce qui a trait au bionettoyage, à la désinfection, à l'antisepsie et à la stérilisation. Et le troisième groupe, c'est celui que moi je préside, c'est celui qui s'intéresse à la sécurisation de la filière d'élimination des déchets d'activité de soins. Voilà donc comment s'est restructuré ce nouveau comité depuis 2005. Il n'a pas pu se mettre véritablement au travail parce qu'en 2008, la réforme a fait qu'on a modifié un peu la structure administrative de l'ensemble des secteurs sanitaires et on a il faut un petit peu de temps maintenant pour remettre la machine en marche. Alors, l'infection nosocomiale, quelles sont les données disponibles actuellement pour situer l'ampleur du problème? Alors, on peut avoir 2 façons de suivre les infections nosocomiales, soit par des enquêtes de prévalence, c'est-à-dire c'est des enquêtes qui vont être faites à un jour donné et qui vont prendre l'ensemble des infections, quel que soit le site. Alors, ces enquêtes de prévalence, voilà les chiffres qu'on a pu avoir depuis 1995. Vous voyez, on peut les regarder en termes de 2 chiffres, toujours 2 chiffres. 2 chiffres. Alors qu'en Europe, elles sont toujours à 1 chiffre, c'est-à-dire de 1 à 9. Elles sont donc au-dessous de 10.
Mais nous, on est toujours au-dessus de 10. Toujours, toujours, toujours. Et ça peut se situer dans des proportions importantes. On a eu des services, on a eu jusqu'à 80% d'infections nosocomiales. Alors en 2002, il y a eu une enquête de prévalence au CHU de Tlemcen. Il faut savoir que c'est tenu à un taux d'occupation de l'établissement. Plus le taux d'occupation est important et plus on a vu que le taux de prévalence augmente. C'est évident, puisque quand il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas d'infection. Et alors à Tlemcen, en 2002, vous voyez qu'on a trouvé un taux de prévalence de presque 17% et un taux d'infection des sites opératoires de près de 39%, ce qui est énorme. Toujours deux chiffres. Et à deux chiffres, ça peut aller jusqu'à 60. Donc, vous voyez qu'on est dans ce qu'on appelle la zone rouge de l'infection nosocomiale. Tant qu'on aura baissé au-dessous de 10, on est dans la zone rouge. En 2003, voilà, CHU de Tizi Ouzou, 12%. Bien sûr, on a une enquête de prévalence ensuite en 2005. Voilà, on est descendu au-dessus de 10. Donc là, vous voyez que des efforts. Pourquoi? Parce que des efforts ont été faits, qui ont permis de les réduire. Parce que s'il n'y avait pas eu d'efforts, il ne serait jamais réduit à ce point. Toujours dans le cadre des chiffres. Peut-être les mettre sur. Alors, en 2003, on a créé le réseau qu'on appelle l'enquête Nosomed, c'est-à-dire c'est la lutte contre les infections nosocomiales dans la région méditerranéenne, où on avait inclus 4 hôpitaux, Alger, Tizi, Annaba et Azaba, où on a pu, avec un taux d'occupation moyen de moitié, 49%, on a eu quand même un taux de prévalence des infections de 11,8%, ça veut dire toujours au-dessus de donc 12%. Pour les 4 régions, vous voyez, Alger, Tizi, Annaba et Azaba, qui étaient entrés dans le cadre donc, de ce. C'était une organisation Nosomed qui prenait toute la région euro-méditerranéenne. Donc ça nous a permis quand même d'avoir des chiffres et de dire oui, effectivement, l'infection nosocomiale représente un problème. En juin 2005, on a fait la première enquête initiale sur 48 hôpitaux et on y a inclus les 13 CHU d'Algérie. Voilà le résultat, le taux de prévalence des infections a été de 14%. Donc voilà déjà un premier repère. Il est évident que 5 ans après, 6 ans après, il va falloir refaire la même chose pour voir si, tout le monde, les enquêtes que nous faisons en même temps, c'est toujours des 2 chiffres, ce n'est pas descendu au-dessus de 2 chiffres. Donc toutes les actions que nous menons n'ont pas atteint le but escompté. Alors parmi toutes ces infections, on a pu classer quand même les plus importantes. On a 30% d'infections pulmonaires nosocomiales, suivies par les infections du site opératoire, 25%, et les infections nosocomiales urinaires ne représentent que 20%. Alors nous avons quand même identifié un énorme problème. Lorsqu'on a fait cette enquête nationale, on s'est rendu compte qu'entre 20 à 40% des hémodialysés étaient infectés par le virus de l'hépatite B et C, qui sont des infections nosocomiales puisque contractées au cours de leur traitement. Là aussi, ça a donné lieu à une enquête nationale qu'on a faite en 2007 et qui a porté sur 9600 malades admis en hémodialyse. Et le résultat, en fait, c'est celui-là. C'était bien 40% qu'on avait trouvé au départ. Donc là aussi, c'est important. Alors, une autre façon aussi de suivre les infections nosocomiales, c'est ce qu'on appelle de faire des enquêtes d'incidence. Les enquêtes d'incidence, c'est une surveillance de ces infections sur un temps donné qui est généralement entre 2 et 3 mois et qui nous permet donc de déterminer quel est le nombre de nouveaux cas qui apparaissent durant cette période. Comme vous le voyez, les chiffres, 97, on avait trouvé 20%, vous voyez, à Beni Messous, 98, 17% pour Tlemcen, en hématologie, 13%, ce qui est énorme. Blida, 5,6, à l'HCA, 11,5. Ce ne sont pas des enquêtes de prévalence, des enquêtes d'incidence, donc de surveillance en continu des services. En 2004, à Blida, 4,8. En 2005, à la maternité, la surveillance des incidences des infections des sites opératoires à la maternité de Beni Messous nous a donné 11,7%. Quand on voit un chiffre comme celui-là, quand on sait qu'en France, l'incidence des ISO dans une maternité ne dépasse pas 1%. Donc, vous voyez, nous, on est à 10 fois plus, ce qui veut dire qu'il y a réel problème des infections nosocomiales et qu'il va falloir véritablement prendre en charge. C'est pour cette raison qu'on a mis en place un programme de lutte contre les infections nosocomiales. Et ce programme de lutte va nécessiter une véritable réflexion coordonnée qui doit prendre en compte, et c'est le plus important,
On a parlé des nouveaux hôpitaux en construction. Vous savez, le plus important, c'est l'organisation architecturale de l'établissement hospitalier qui doit permettre la mise en place de mesures de prévention. Et puis tous les flux et les circuits internes qui peuvent être à l'origine d'infections. Vous voyez, c'est extrêmement important dans l'organisation de la lutte contre l'infection nosocomiale. Deuxièmement, vous avez l'organisation des soins et du nursing qui peut aussi avoir une répercussion immédiate sur les infections nosocomiales. Tout le matériel de soins, qui devient de plus en plus complexe, doit également être pris en compte dans le cadre de l'ergonomie de ce matériel et de l'ergonomie du matériel médical, qui peut être à l'origine aussi d'infections nosocomiales lorsqu'il est mal utilisé. Ça doit reposer également sur une politique précise d'utilisation des antiseptiques, une politique précise d'utilisation des antibiotiques, soit en termes d'antibioprophylaxie, soit en termes d'antibiothérapie. Et également, on doit développer un système de pharmacovigilance efficient, c'est-à-dire de la qualité des médicaments qu'on utilise et de leurs effets secondaires qui peuvent être considérés quelquefois comme étant à l'origine d'une infection associée aux soins. Et il y a une pratique de plus en plus exigeante des techniques qui sont liées à l'hygiène des locaux, l'hygiène des locaux de soins, d'hospitalisation, de consultation, des enceintes opératoires, des enceintes d'exploration médicale de plus en plus invasives, avec tout ce qui est scopie, fibro, pulmo, maintien, et puis les nouvelles techniques radiologiques qui demandent tous des actes invasifs. Alors c'est pour ça qu'il faut mettre en place toutes les bonnes pratiques dans ce domaine et surtout de faire très attention parce qu'une attention très soutenue doit être accordée à la prévention de l'émergence et de la diffusion des bacilles multirésistants en milieu hospitalier. Du reste, la Journée mondiale de la santé du 7 avril 2011 a été consacrée à la lutte sur l'ensemble de la planète, à la lutte contre ces bacilles multirésistants qui devient de plus en plus important sur la planète. Tout le personnel de santé doit prendre les meilleures mesures de contrôle et de la contamination de ce risque épidémique des infections nosocomiales. Alors les principes de base de cette prévention, c'est d'abord d'identifier toutes les situations à risque, de formaliser une politique concrète des bonnes pratiques et de développer les moyens de cette politique à l'intérieur de l'établissement, et ça c'est le rôle d'un CLIN. Cette politique va s'appuyer sur les trois axes qui sont, un, de s'assurer de la mise en place effective des mesures de prévention et d'hygiène de base, qu'on appelle les précautions standards. Si ces précautions standards ne sont pas mises en place, on verra l'émergence d'infections nosocomiales. Ce sera l'activité la plus difficile à mettre en œuvre, à poursuivre et à suivre en continu. Parce que les précautions standards doivent être permanentes. Deuxième axe, il faut instaurer une dynamique de surveillance et d'évaluation des pratiques de soins, ce qui doit conduire obligatoirement à une démarche d'amélioration continue de la qualité des soins, d'où la nécessité de faire des audits hospitaliers par l'ensemble de ces personnels pour qu'ils puissent voir ces dysfonctionnements, et enfin d'assurer une large communication entre les soignants, les visiteurs, les malades, les patients, et tout ce afin de maintenir une attention soutenue et élevée face aux problèmes d'infection nosocomiale. Vous savez, des visiteurs ramènent leurs propres germes à l'intérieur de l'hôpital et peuvent à ce moment-là infecter le malade qui est hospitalisé. Vous voyez, donc ils sont aussi partie prenante dans le cadre de l'infection associée aux soins. Alors, les précautions standards qui doivent être de base, c'est l'hygiène des mains, avec maintenant, et c'est devenu mondial, l'utilisation des solutions hydroalcooliques pour la désinfection des mains. Le lavage, c'est pour enlever les souillures, mais les solutions hydroalcooliques, c'est pour les désinfecter. C'est le port des gants, c'est le port des surblouses, des lunettes, des masques, la gestion des surfaces souillées, c'est la gestion du matériel souillé, d'où, comme on le verra tout à l'heure, l'importance de la stérilisation, qui est la base de la lutte contre l'infection nosocomiale. C'est le transport des prélèvements, c'est le linge souillé, le matériel souillé, le contact avec les accidents d'exposition au sang. Ce sont tout cela qui ont donné lieu à un programme d'action 2006-2009 du ministère de la Santé et de la Direction de la Population. L'objectif était d'optimiser la surveillance des infections et de développer des indicateurs de performance des établissements face à ce risque infectieux nosocomial, qui était l'infection du site opératoire, l'émergence des bacilles multirésistants et la consommation des antibiotiques qui reste un indicateur important. Plus il y a une consommation d'antibiotiques qui est en train de se développer, donc on doit savoir qu'il y a de l'infection qui est en train de se développer. Si on met des mesures de prévention, automatiquement cette infection va diminuer et la consommation d'antibiotiques
va diminuer. C'est un des indicateurs très sensibles, la consommation des antibiotiques qui doit être suivie de très près dans tous les établissements de santé. C'était aussi de développer la qualité de la formation à donner au personnel de santé, que ce soit au niveau de la formation de base ou de la formation initiale. Il fallait améliorer toutes les pratiques cliniques avec l'objectif de réduire le risque infectieux en lien avec toutes les procédures invasives et la fréquence des résistances aux antibiotiques. Il fallait élaborer des recommandations nationales, d'évaluer le développement et le respect des précautions standards, d'où les grandes actions qu'on avait menées sur l'hygiène des mains, de développer des programmes d'audit dans les établissements publics hospitaliers, dans les établissements de santé de proximité. Et tout ce programme avait donné lieu, en tout cas, à 2 prioritaires. C'était un, hôpital main propre, sur le thème du slogan « Un soin propre est un soin sûr ». C'était donc le problème de l'hygiène des mains. Et le deuxième programme, dont on parlera tout à l'heure, puisqu'on a fait une enquête nationale, c'était la restructuration et la sécurisation de la filière d'élimination des déchets hospitaliers à risque infectieux, donc ces fameux DASRI. Et on l'a fait en collaboration avec le ministère chargé de l'Environnement. Alors les objectifs chiffrés, c'était de réduire de 45% la prévalence des infections, de réduire de 50% l'incidence des infections des sites opératoires, de réduire de 15% la fréquence des bactéries multirésistantes et de mettre en œuvre le processus normalisé pour l'élimination des DASRI dans le cadre de notre projet DASRI Plus 2006-2009. Alors, les priorités de 2009 sont apparues très rapidement. Il fallait une budgétisation du programme Prévention des infections nosocomiales. Et la mise en œuvre du programme était un indicatif du Comité national de lutte contre les infections nosocomiales, des sous-groupes de travail permanents, de reprendre l'organigramme du CLIN pour savoir pourquoi ça ne fonctionne pas et d'institutionnaliser des CLIN au niveau de chaque wilaya. Simplement, ça n'a pas été mis en marche. Ce que je peux vous annoncer, c'est que déjà pour 2012, et ça avait été confirmé hier par le Dr Tarfali, c'est que maintenant on va concrétiser la budgétisation de toutes les actions de lutte contre les infections nosocomiales. Et c'est pour ça que ce matin il n'a pas pu venir, parce qu'il y a un travail avec le ministère des Finances pour la budgétisation spécifique de toutes les actions liées contre les infections nosocomiales. Et on va fixer de nouveaux objectifs à atteindre et réactiver ce comité national de lutte contre les infections nosocomiales. Et je vous remercie pour votre attention, en vous rappelant la belle phrase de Louis Pasteur qui vous disait que, au lieu de s'ingénier à tuer les microbes dans les plaies, ne serait-il pas plus raisonnable de ne pas en introduire? Et je vous remercie.